Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Dans La Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions. On parle de cinéma, de littérature, de jeux vidéo, de manga, que sais-je. On parle de culture. Aujourd'hui, on s'attaque au 3e épisode dédié à Star Wars et on va parler de Star Wars sous l'ère Disney. Et pour parler de Star Wars à l'ère Disney, j'ai avec moi des invités aussi incroyables que Mickey. Il n'y a strictement aucun rapport. Thibaut, tu es auteur et narrative designer. Bienvenue. Et tu es l'auteur de ce joli livre que tu peux nous montrer. Hein. Oui, fais-toi plaisir. Je le montre effectivement, paru chez Fleur d'édition. Voilà. Je recommande à tous. Eh ben merci. Et Vesper, tu es créatrice autour de la pop culture, vidéaste, entre Exactement. autres. Et évidemment, tu es notre invité indispensable pour Star Wars. C'est gentil de me considérer comme indispensable. Donc ça fait de moi Mini, du coup, sur ce plateau, apparemment. Non, je ne te réduirai pas à ce rôle. Ça va, alors. Donc, tant mieux. voilà, bienvenue. Merci. Et à côté de toi, Sébastien, bienvenue. Tu es rédac-chef de Planète Star Wars, référence dans l'univers, dans la galaxie Site Star Wars. d'actualité, et puis on fait aussi quelques documentaires et puis pas mal de vidéos à thème. Voilà. Bah, écoutez, c'est super les amis, je suis très content de vous recevoir et on va ouvrir le bal, j'ai envie de dire, avec tout simplement l'état des lieux après l'épisode 3. Oui, parce qu'on va parler de l'ère Disney, mais il faut un petit peu recontextualiser. On est après donc la première trilogie, on est après l'épisode 3, où on en est dans le Star Wars-verse après l'épisode 3. Il y a des fans qui ont un peu le cœur qui saigne, il y en a d'autres qui se disent bah, cet épisode, quand même, c'était cool. On en est où ? Moi, je dirais que c'est ce qu'on appelle dans le fandom la période noire. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu grand-chose et c'est pas mal de fans ont leur hype qui a baissé à ce moment-là. Parce que la seule chose qu'on a eue, c'était la série The Clone Wars qui escalait. Mais surtout, elle a commencé par un film en 3D qui était vraiment... Qui est escalé, je suis désolé, moi, non, je il y a du trouve bien. Incroyable. Ah non, mais elle est très bien, sur certains points. Mais le film, en l'occurrence, justement, je pense qu'il l'était un peu moins parce que c'était les 3 premiers épisodes qui ont été concentrés en un film. Et moi, je trouve, je ne sais pas où, mais que ça se ressent énormément. Et le succès n'a pas été au rendez-vous au box-office. D'accord. C'est un échec, Clone Wars, au box-office. Le film, en tout cas. Le film, ah oui, au box-office. Oui. Bah, c'est pas ce qui donnait le plus envie d'entrer dans l'univers de Clone Wars, je trouvais, pour vraiment la grande entrée de l'animation long métrage Star Wars au ciné. C'est heureusement qu'ils se sont rattrapés par la suite, mais c'était pas meilleure porte d'entrée. Oui, parce que là, on voit les images. Moi, encore une fois, ça ouvre la série qui va venir. Justement, moi, encore une fois, je suis un grand fan de la série. Ça nous permet, après, voilà, ce n'est que mon avis, et ça permet de réhabiliter certains personnages, comme je l'ai dit dans d'autres émissions. Ça permet aussi d'approfondir, et voilà, et ça permet aussi de voir plus Dark Maul, hein, parce que franchement, on était un peu resté sur notre faim. Et puis Ahsoka, etc. Bref, je m'égare. Tout ça pour dire, dans le cœur des fans Star Wars, après l'épisode 3, réattaquer avec un film d'animation, ça passe pas ? Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal. Après, il faut se rappeler aussi que Star Wars, c'est aussi fait pour les enfants et pour la génération qui vient après. Il faut toujours un petit peu s'en rappeler. Après, il y avait aussi l'espoir d'une série en prise de vue réelle, qu'on connaît maintenant sous le titre de Star Wars Underworld, qui du coup a été développée comme ça après l'épisode 3 par George Lucas, et qui ne trouvera pas de financement, de diffuseur, parce que on n'en est pas à tous les géants du streaming et aux grandes chaînes de télé américaines qu'on connaît aujourd'hui. Donc je me souviens de cette époque où on saignait la moindre rumeur pour savoir est-ce que ça va se faire et à quoi ça pourrait ressembler une série en prise de vue réelle dans l'univers de Star Wars. Et on retrouvera quand même pas mal de ces scénarios qui ont été développés à l'époque pour ce projet-là dans l'ère Disney, finalement. Mais justement, après l'épisode 3, Lucas dit j'arrête Star Wars. Oui, mais c'est pas la première fois qu'il le dira. Ce sera pas la dernière. Non, et puis surtout, après... Lui, il voulait vraiment garder son indépendance. C'est pour ça qu'il a dit Underworld, je veux pouvoir faire des épisodes qui soient aussi qualitatifs que des films. Et il n'y avait pas de diffuseur à l'époque qui était prêt à débourser autant d'argent pour un épisode. Il y a d'ailleurs même des extraits qu'on leaké récemment sur Internet, des tests caméra. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais il y a eu des prises de vue, il y en a eu. Des prises de vue, ils ont fait je crois qu'ils ont tourné une vingtaine de minutes pour faire les tests lumière, plus des choses comme ça. C'était pas non plus le pilote.
Mais on a du coup une idée de ce que ça aurait rendu. Et c'était une série qui était prévue pour être anthologique, donc une histoire indépendante à chaque fois avec des personnages différents. Voilà. Et c'était une histoire basée sur quoi, à la base ? C'était entre l'épisode 3 et 4. Ouais. Comment Il y avait de tout. Voilà. Je crois qu'ils ont écrit plus de 60 scénarios. Ils avaient prévu 100 épisodes. Et avec en plus des gros noms à l'époque, etc. Mais il y avait par exemple une histoire sur l'empereur, cette idée qu'il ait pu avoir un amour de jeunesse qui a un peu brisé sa psyché. Il y avait des choses comme ça. Il y avait aussi l'idée qui deviendra Rogue One, qui était abordée dans un des épisodes. Donc c'était beaucoup de petits trucs qui, on va dire, s'empilaient sur ce qu'on connaissait déjà de la mythologie Star Wars, mais qui aurait été forcément étendu dans peut-être le temps d'un épisode ou deux, parce que comme Sébastien le rappelle, c'était prévu pour être totalement anthologique, en tout cas sur cette période entre les épisodes 3 et 4. Quoi. Et toi, Vesper, à cette période-là, tu t'attends quoi de Star Wars ? C'était compliqué. Alors après cette période-là, j'étais jeune. Ça va, c'était il n'y a pas longtemps. Quand même, j'étais plus jeune. Mais effectivement, on attend, quoi. On attend. Là, l'épisode 3 est sorti. Je me suis pas mise tout de suite à Clone Wars, donc voilà, c'était un peu la disette. Pareil, je guettais un peu tout ce qui devait se faire. Jusqu'au grand moment de cette annonce qui nous est tous tombée sur la tête. Parlons-en, mais je te laisse Parlons-en, eh bien oui. Pourquoi Star Wars rejoint Disney ? En plus, vraiment, je m'en rappelle, enfin je sais pas vous, mais je me rappelle de l'endroit où j'étais quand j'ai appris la nouvelle. C'est comme les grands événements de notre vie, on se rappelle tous où on était à ce moment-là. Quoi. C'est vraiment, j'étais en plus accompagnée, enfin j'étais dans un salon où j'étais accompagnée de fans de Star Wars et c'est vrai qu'on était tous interloqués, je pense que j'étais pas la seule. Et c'est ça, Disney, 4 milliards, donc une somme rondelette. Et puis au final, maintenant, avec tous les rachats qu'on voit, entre-temps, pas si cher que ça. Donc c'est à la fois impressionnant et pas impressionnant. Et ça y est, voilà, notre bon George cède Lucasfilm. En plus, il n'y avait pas que Star Wars, donc du coup, il a cédé Indiana Jones aussi, parlant de grandes sagas. Et voilà, et en fait, il nous explique que... il préfère prendre un peu de recul, s'occuper de son musée, s'occuper de sa fille, parce qu'il sait que même s'il ne réalise pas, il avait déjà des idées pour la suite, mais que même en ne réalisant pas, qu'il était tous les jours sur les plateaux des épisodes 5 et 6, quoi. Donc qu'il ne saurait pas déléguer, en fait. Ouais. Il avait dit aussi qu'il voulait maintenant faire des films totalement indépendants, sans forcément d'histoire, et que ce seront des films que personne ne regarderait. La preuve, on ne les a pas vus encore. Et comment vous prenez en fait la nouvelle ? Parce que Disney rachète Star Wars, ça c'est... Moi, je me pince. Moi, comme Vesper, j'étais avec des amis à ce moment-là, et je me pince et je me dis, mais ma saga favorite que je pensais en train de mourir à petit feu, en fait, ça revient, quoi. Je vais revoir des films. Ah, pour toi, c'est positif ? Pour moi, c'est très, très positif, extrêmement positif. Voilà, je sais pas vous. Clairement, ouais, pour le coup, ça redonne un coup de fouet immense, alors que justement, on était dans cette période noire entre-temps. Et en plus, c'était quoi Disney avait racheté Marvel 1 an ou 2 avant, quelque chose comme ça. Je crois qu'on n'était pas trop loin. 2009, je crois. Quelques années avant. On savait déjà qu'il y avait Star Tour à Disneyland. Enfin, ça sortait pas de nulle part non plus. C'est à la fois surprenant et cohérent. Il y avait déjà une collaboration entre Lucasfilm et Disney de longue date, quoi. Bon, on avait Captain EO, mais ils n'ont pas racheté Michael Jackson non plus. Il n'était plus là aussi, c'est ça le problème. Clairement. Moi, avec le recul, je me souviens avoir été un peu perplexe et en me disant... c'est cool que Star Wars puisse vivre, mais vraiment ce que j'avais envie de voir, c'était en gros, je pense, ce qui deviendra les spin-offs chez Disney. Mais l'idée qu'il y ait un 7, 8, 9 qui arrive très tôt dans la discussion, il y a un truc qui s'est brisé en moi. Je me suis dit, je pensais pas vivre ça de mon vivant. Alors quelque part, j'avais vécu 1, 2 et 3 très jeune, mais quand même avec cette idée de... je sais pas, peut-être d'enfant, qu'en fait, oui, Star Wars, ça continue, et puis il n'y a pas de problème. Mais là, effectivement, ça me pose un petit peu, ça m'intrigue. Et puis après, je pense que nous trois et des millions d'autres ont suivi ce qui se passait sur Internet, les rumeurs, est-ce que le casting original va revenir ou pas. Aujourd'hui, on sait un petit peu comment tout ça s'est empilé, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même beaucoup de mystères, beaucoup de craintes, et aussi l'association toujours du tyran Mickey, les grandes oreilles, qui se mettent toutes ces images un peu flinguées de l'étoile noire avec des oreilles, etc. Oui, les photomontages horribles. Et voilà. Et à tort, tout le monde disait c'est Disney qui va racheter, on va avoir des Star Wars totalement édulcorés et tout. C'est ma question, justement. Est-ce que tous les fans ont reçu ça de manière positive ou pas ? Pas tout le monde. On l'a vu dans South Park, ça a été caricaturé, justement. Pas tout le monde. Et moi, je trouve à tort parce que, justement, Rogue One et Le Réveil de la Force nous ont prouvé que Disney était loin d'édulcorer Star Wars. Ils ne vont pas hésiter à faire des choix forts scénaristiques. Il y a même certaines scènes, on se demande si c'était dédié aux enfants, quoi. Donc pour vous, le rachat de Disney, on part sur quelque chose
de très positif et justement pas forcément à destination des enfants. Ça, c'est l'avenir qui va nous montrer que c'était pas forcément la destination des enfants. Il y a beaucoup de préjugés au début, voilà. Ouais, mais je pense qu'à l'époque, faut se remettre dans le contexte. Et Disney, ils enchaînent aussi les flops sur d'autres franchises qu'ils veulent développer eux-mêmes. Et donc les gens sont vraiment pas rassurés, même pour les gens qui, je pense... nouveau Star Wars, hein, John Carter. Voilà, c'est ça. Donc c'est prévu pour être... C'est symptomatique, en fait, de, je pense, comment les gens peuvent répondre à l'époque, quoi. Parce que tu compares forcément à ce qu'ils ont fait récemment, et c'est ça. Et il y a d'autres franchises qui fonctionnent très bien, ou qui ont très bien fonctionné à l'époque, comme Pirates des Caraïbes, etc. Mais je pense que c'est dur pour les fans de se projeter et de se dire Disney, c'est peut-être autre chose que cette grande machine. Peut-être que, du coup, ces moyens-là vont être mis au service de grands artistes et il y a un projet derrière. Mais bon, on va pas se mentir, même si moi, j'étais quand même très impatient, très excité de voir tout ça. Et je pense qu'on partage cet avis à l'époque. La grande majorité des fans, c'est quand même un peu la douche froide. Et en plus, le premier, on va dire, move officiel de Disney, c'est d'annuler l'univers étendu, en tout cas de le mettre un peu au frigo. C'est fou, ça. Et ça, donc, ils partent sur un pied qui est quand même un peu chancelant. Alors, ensuite, ils annulent Clone Wars, ou c'est avant, je ne sais plus, mais en gros, c'est les deux premières décisions. Ça fait quand même assez mal aux gens qui soit sont fans de la première heure, ou soit sont ceux qui, justement, persistent, résistent dans cette période noire. Comme tu l'as dit. Il y a un autre projet qui a été annulé aussi, c'est Star Wars Detours. En fait, c'était une série humoristique chapeautée par George Lucas, et c'était Seth Green qui était aux manettes. Il y avait déjà 2 saisons qui étaient terminées, qui avaient été présentées à une convention où j'ai eu la chance d'aller en août 2012. C'est quoi, c'était les Celebration Day ? C'était Célébration à Orlando en 2012. Et George Lucas même était venu sur scène pour présenter la série, pour dire que vraiment il adoubait la série. Et on a vu plein d'extraits, ça avait l'air super drôle. C'était le South Park de Star Wars. Moi, j'avais hâte de voir ça. Et ça, Disney n'a pas osé l'annuler de manière officielle, mais ils l'ont mis dans le placard. Et pour se dire, on va le ressortir un jour. Mais vous allez l'oublier. Mais je ne l'ai pas oublié, moi j'attends encore. et justement, cette période noire, on l'a dit, il y a Clone Wars quand même. Clone Wars, ça ne trouve pas grâce à vos yeux pendant cette période-là ? Non, c'était bien. On avait à manger en tant que fan. Du coup, voilà, c'est comme ça. Surtout, c'est la meilleure période pour Clone Wars, c'est le moment où elle est annulée en fait. Donc c'est là où je pense que les gens qui ont grandi avec les premières saisons, qui étaient enfants, commencent à être ados, et on sent que les scénaristes, ils font évoluer les thèmes de la série. Et moi, je trouve qu'il y a des trucs très adultes dedans. Complètement. C'est une super porte d'entrée pour les plus jeunes, parce qu'il ne faut pas oublier que Star Wars, c'est intergénérationnel. Et si aujourd'hui, on a des fans qui ont peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, 16 ans, 17 ans, et ben, ils ont peut-être découvert Star Wars grâce à Clone Wars. Donc rien que pour ça, on peut remercier Clone Wars d'avoir existé. Et ça, Disney va l'annuler. Pour le remettre plus tard et remplacer par là aussi un autre symptôme un peu de la méthode Disney, de dire alors on annule ça, mais très vite ils ont mis en place le projet donc Star Wars Rebels qui du coup se passe effectivement entre 3 et 4 et qui est pas mal aussi et que j'adore aussi. J'adore Rebels. C'est chapeauté par Dave Filoni aussi qui a créé The Clone Wars, et il va pas se gêner pour remettre tous ces personnages de Clone Wars, et c'est du coup en fait la suite non officielle de Clone Wars. C'est de bonne guerre pour ce monsieur-là qui était là avant Disney et qui aujourd'hui est très important sous l'ère Disney, et du coup effectivement ces personnages persistent comme ça d'une série à l'autre, et c'est toujours assez rigolo de le voir. Je sais pas vous, mais moi franchement ça m'a brisé le cœur quand vous avez compris, j'aime beaucoup Clone Wars. Quand ils ont annulé Clone Wars, quand j'ai appris que Rebels allait se faire, je croyais justement que là, ils destinaient ça vraiment aux enfants. Et finalement, pas du tout. Encore une fois, c'est quelque chose, on l'a dit, Star Wars, c'est intergénérationnel. Et là, ils ont encore une fois réussi à faire quelque chose qui touche les adultes et les plus jeunes, et réussir à remettre quelques personnages iconiques sur le devant de la scène et revivre certains moments forts, quoi. Et en plus, ils arrivent à bien gérer tout ça, parce qu'il y a beaucoup de design de Rebels qui partent des dessins de Ralph McQuarrie, les dessins originels. Donc, tu as tout ça quand même pour essayer de capter une autre audience. Même si le début reste très, très enfantin. Oui, ça montre toujours ça, en fait. La saison 1 est plus comme pour Clone les Wars. enfants, et ça grandit avec son public, en fait. C'est ça, parce que les plus petits peuvent s'identifier au héros, c'est plus simple, qui est vraiment jeune et qui va découvrir, qui va avoir tout son parcours de Jedi, quoi. Mais tous les autres personnages, je suis une grande fan, moi, de Sabine, la Mandalorienne. Quand ils avaient annoncé la série, j'ai vu, mon Dieu, mais super, allez, une Mandalorienne au premier plan, là, c'est vraiment top. L'équipe marche très bien, en plus. Tu dis ça parce qu'elle a les cheveux colorés. Je dis pas ça parce qu'elle a les cheveux colorés. Elle est juste cool, en fait. Elle est incroyable. Mais les deux, j'aime vraiment toute l'équipe, en fait. Je trouve que ça marche très très bien. Et encore une fois, c'est aussi une très bonne porte d'entrée dans l'univers de Star Wars. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur la place de George Lucas sous l'ère Disney.
Vas-y, je t'en prie. Donc George Lucas avait quand même écrit un développement pour les épisodes 7, 8, 9. Il a donné ses idées à Disney et Disney a dit merci. Hop, on met ça de côté. Nous, on va faire un peu nos trucs. C'est-à-dire qu'il n'a plus de... Officiellement, il n'a plus de vue, de droit de regard. Il n'a plus le droit de regard, mais il est consultant. Voilà, il a le droit de donner ses idées pour dire voilà. George Lucas expliquait si vous ne savez pas comment marche un sabre laser, vous me dites, moi je vais vous expliquer. Voilà. Mais ce n'était pas plus que ça. Et je crois qu'à la base, son héros était beaucoup plus jeune que ne l'est Rey. Et Disney voulait quand même un héros un peu plus âgé. Mais il y avait quand même cette idée d'avoir une jeune fille qui était l'héroïne, qui allait retrouver un Luke Skywalker ermite et un peu grincheux. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de fans qui accusent Rian Johnson d'avoir fait ça, mais c'était déjà dans les idées de George Lucas à la base. Rian Johnson, c'est un petit peu les... On en parlera plus tard, je pense. Mais oui, on va aborder un petit peu plus en détail la mais il avait déjà trilogie, du coup son fil conducteur quand même qu'il a soumis à Disney. Ouais. Et on sent qu'il a été frustré que tout ça n'ait pas été retenu comme il l'aurait voulu. Enfin, comme tu dis, il y avait cette trame-là. Mais je pense qu'il aurait préféré quand même être là un peu plus... avoir un rôle quand même un peu plus important et être un peu plus écouté. Et ça s'est ressenti au fur et à mesure quand les films sont sortis. Et que toujours, c'est sa parole qui est rapportée par des proches. Ou oui, Georges a pensé ça de tel film. Ou Georges, ça, il n'a pas trop aimé. Il faut rappeler c'est quand même lui qui a ramené le cast originel. C'est lui qui a mis du coup en chantier cette nouvelle trilogie, comme Sébastien le disait, en commandant un scénario à Michael Arndt, qui est le scénariste de Toy Story 3 et de Little Miss Sunshine, si je ne dis pas de bêtises. Et donc en fait, c'était déjà lui aux commandes de cette nouvelle trilogie. Et... J'ai une question. Ouais. Mais il avait dit qu'il arrêtait. Bah c'est Georges, hein. Il a dit ça dans les années 80. Il a aussi dit qu'il voulait faire 12 films. Et c'est quelqu'un qui a une relation très conflictuelle avec sa création. Et je pense d'autant plus conflictuelle que les fans empirent un petit peu ce relationnel. Et je crois que la dernière déclaration qu'il aura faite en 2012 avant le rachat, donc on devait être à l'été 2012, c'est de dire pourquoi je continuerais d'en faire alors qu'on me vomit à la tronche pour avoir fait les 3 derniers. Et on sentait vraiment que c'était vraiment l'ultime pic en disant bon, est-ce que j'ai encore l'énergie de le faire? Et pendant un temps, je pense que l'idée c'était de se dire je vais écrire, je vais poser les bases et je vais donner ça à quelqu'un d'autre. Je crois qu'il a même été question à un moment de peut-être faire le 7e, mais de revendre à l'issue de ce film-là pour être sûr que les gens continuent sur les rails qu'il aurait posés. Et au final, comme l'a si bien mimé Seb, on a Disney qui achète factuellement le pitch de George Lucas, mais qui ne s'engage jamais à le produire et qui dit oui, tu seras consultant, qui a un rôle qu'il accepte à contre-cœur. Et surtout pendant les longs mois de pré-production de ce qui deviendra le Réveil de la Force, il n'est pas tellement là. Et la fois où on lui présente en fait le premier scénar de qu'est-ce que ça va être, et J.J. Abrams est arrivé aux commandes, Lawrence Kasdan, qui est le scénariste des épisodes 5 et 6, est revenu. C'est plus du tout ce qu'il avait en tête. Et entre-temps, personne l'a ménagé, l'a préparé à cette idée. Et là, je pense que le divorce est acté à ce moment-là et que ça se brise entre les deux parties, quoi. Question économie. George Lucas avait besoin, économiquement parlant, de revendre Star Wars? Absolument. Je pense pas, parce que c'est un milliardaire avéré. Et je crois savoir qu'il a donné la moitié au moins des associations, des choses comme ça. C'était pas une histoire d'impôt à payer, quoi. Voilà. Ça va. Mais c'est intéressant pour voir la réflexion qu'il y a derrière ce rachat et cette vente, parce que s'il y a rachat, c'est qu'il y a vente. Donc il y a quelque chose, on a l'impression qu'en fait que George Lucas s'est laissé prendre à son propre jeu, entre guillemets, ou en tout cas il s'est fait enfermer dans son propre univers et qu'il ne le maîtrise plus, et il s'est dit, je le maîtrise plus, j'ai plus envie plus envie, pas tout de suite, de m'y remettre, donc je le donne. Est-ce qu'il est possible, contractuellement, factuellement, que Disney puisse annuler des choses que George Lucas... Non. Alors, non, ça c'est sûr et certain. En fait, des choses qui sont canons, du moins non. Exactement. Voilà, non, absolument pas. Star Wars, c'est un univers qui est assez vaste pour qu'on puisse créer de nouvelles histoires qui ont lieu des centaines de milliers d'années plus tard ou avant, c'est au choix. Mais on n'a pas besoin de défaire ce qui a déjà été fait. Et je pense que ce serait le meilleur moyen pour Disney de vraiment, pour le coup, se mettre 100% de la communauté à dos, quoi. Alors, avant qu'on entre dans la nouvelle trilogie, qu'est-ce qui est canon aujourd'hui, qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce qu'on entend un petit peu tout et son contraire. Effectivement, au niveau quand il y a eu le rachat... Alors, juste pour préciser, ce qui est canon, c'est-à-dire qui est officiellement dans l'histoire et dans la mythologie. C'est ça. Et au niveau du rachat, donc ce qui avait été, quand l'univers étendu, donc ce qui est
l'ensemble d'œuvres, romans, comics, jeux vidéo, autres, tous les autres produits autour de Star Wars sont sortis. Donc tout cela ont été renommés en fait légendes. Donc en gros, et c'était pour dire, ça existe, mais c'était plus officiel. Si là, dans ta chronologie Star Wars, tu n'as plus besoin de le considérer, mais évidemment, si tu as envie d'acheter ton roman pour lire ton histoire, tu peux, mais... Mais ça s'intègre plus dans le... Il y a Loki qui est passé par là et qui a fait une nouvelle timeline un peu... et donc, du coup, on se retrouve avec, ce qui est canon, en fait, eh bien, c'est les films officiels et c'est... The Clone Wars. Et c'est Clone Wars. Voilà. Et c'est tout. Et c'est tout. Et par la suite, tout ce qui sort sous l'ère Disney. Donc là, eux assument complètement ce que Lucas n'a jamais vraiment su faire, enfin Lucas et son entourage, parce que à l'époque, on avait des comics qui pouvaient peut-être être plus canons que certains romans, d'autres romans qui pouvaient être moins canons que certains jeux vidéo. Ça dépendait un petit peu de l'époque, et c'était difficile pour les fans de s'y retrouver. Moi, le premier, donc je pense que quelque part, la décision de Disney était un petit peu nécessaire. Après, la façon dont ils gèrent tout ça est toujours un peu troublante, et surtout, on se demande, du coup, est-ce qu'il faut tout lire, tout voir, tout jouer pour connaître Star Wars, comprendre Star Wars, qui est un truc qui, par contre, n'a jamais existé sur George Lucas, de dire tu veux savoir ce qui s'est passé entre 3 et 4 à la minute 35, tu joues à ce jeu, puis tu enchaînes sur ce comics qui est le spin-off du roman. Et ça, on a vraiment ça aujourd'hui. Star Wars se construit là-dessus, si bien qu'on s'y perd, et qui, je pense, c'est pas forcément ce qui est le mieux sous l'ère Disney, mais on en reparlera peut-être un petit peu après. C'est surtout qu'en fait, tout ça a été fait dans le but de créer une nouvelle cohérence, en fait, et de se dire, maintenant, voilà, n'importe quelle œuvre qui va sortir est approuvée par Lucasfilm. Et par Kathleen Kennedy, et ça c'est bon, ça sort, et si tu veux savoir pourquoi C3PO a une jambe rouge dans le rêve de la comics exactement, le bras rouge, le bras rouge. Et voilà, et tu lis, et tu vois, et donc en fait, du coup, le public aussi va avoir des attentes beaucoup plus précises, parce que ça y est, tout doit être cohérent entre eux maintenant, vu qu'ils ont, entre guillemets, supprimé l'univers étendu au nom de cette cohérence, et ça va pas toujours être le cas, donc c'est plus... compliquer la vie, je pense. Tu as cité quelqu'un, Kathleen Kennedy. Est-ce que tu peux nous expliquer qui c'est? Parce que c'est quelqu'un qui est important maintenant. C'est une grande... Oui, c'est du coup, effectivement, la présidente de Lucasfilm. Mais... ça fait longtemps qu'elle était là. Et c'est à la fois la personne... Avant le rachat, c'est ce qui est intéressant. C'est ça, c'est pour ça que... préparer, peut-être... La transition... Elle est là depuis le début. Et Kathleen Kennedy, elle fait aussi partie des personnes qui étaient derrière Indiana Jones. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours travaillé avec Lucas depuis longtemps. Donc, c'est pas Disney n'a pas pris la première personne qui passait en disant voilà, c'est toi qui vas t'occuper de Star Wars maintenant qu'on a racheté. Donc, elle était là pour assurer aussi cette continuité. Elle est à la fois la personne la plus détestée, la plus aimée, les deux. Enfin, c'est compliqué. Pourquoi détester? Parce que le gros reproche qu'on lui fait, c'est de ne pas avoir voulu faire une cohérence entre les 3 trilogies, pas avoir écrit un fil directeur qui lirait les 3 films. Parce qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a un peu un côté cadavresque quand on regarde cette trilogie. Et c'est le défaut numéro 1 qu'on lui reproche. Et à raison, pour le coup. Et du coup, voilà, je pense que les fans de Star Wars, ils ont toujours besoin d'avoir un ennemi. Avant, c'était George Lucas. Maintenant, on le regrette. Il y a un excellent documentaire qui s'appelle The People vs. George Lucas, qui est sorti en 2011, qui montre cette relation amour-haine qu'il y a avec le créateur de la saga. Mais là, c'est à peu près pareil avec Kathleen Kennedy, à moindre échelle quand même. Mais il y a plus de haine que... il y a plus de haine et moins d'amour. Mais voilà, en fait, les fans ont besoin d'un ennemi et ils ont besoin de pouvoir... Un bouc émissaire aussi. Un bouc émissaire, de pouvoir pointer leur colère vers quelqu'un. Et pas de bol, c'est tombé sur elle. Et parlons maintenant donc, de la trilogie sous l'ère Disney. Donc on a un premier épisode qui sort. Comment vous le sentez avant? Comment il est teasé? Comment il est présenté? Il est teasé bien avant déjà qu'il sorte, parce que c'est plus d'1 an avant, il me semble. Mais le jour du rachat, en fait. Oui, non, mais je parle du tout premier teaser, les toutes premières images. Ah oui, c'est en novembre 2014. Déjà, la première image, qui est circulée, du casting qui est en train de lire le script. Tous ensemble, on voit la nouvelle génération. Avril 2014. La nouvelle génération et l'ancienne, qui sont tous là autour du petit canapé. Et c'est là que la grosse machine Disney se met en branle et qu'on arrive dans une communication très différente de celle sous l'ère Lucas, où on est plutôt dans le mystère, dans le teasing, dans les images très fortes. Et nous, on est en feu. Oui. Nous, on s'enflamme. Je vois pas de quoi tu parles. La moindre image fait l'objet de rumeurs complètement dingues. L'allumage de ce sabre laser de Kylo Ren, dont on ne connaît pas le nom à l'époque, suscite tellement de théories. Il y a plein de gens qui détestent le sabre laser d'office aussi, parce que c'est pas une épée, c'est un sabre laser. Mais en fait, tout est sujet à débat. Et en même temps, la théorie, c'est ça qui rend le truc hyper stimulant. Et je pense que c'est là qu'on rentre limite, avant même que le film sorte,
plusieurs années, enfin un peu plus d'un an et demi avant, on est déjà dans cette nouvelle ère de Star Wars se consomme aussi entre fans, par théorie contre théorie, on s'échange nos petits trucs. Il y a les premiers leaks aussi dont on parlait tout à l'heure. Parce que finalement, Disney voulait garder vraiment le mystère jusqu'au bout, mais ça s'est vérifié pour tous les films qui sont sortis. En fait, 3 mois avant, on connaît déjà toute l'histoire, quoi. Si on sait prend où une pièce chercher, du puzzle, faut si on sait chercher, voilà, qu'on Vraiment. ramifie toutes les pièces du puzzle, on sait on a toute l'histoire. Moi, je connaissais l'histoire de chaque film bien avant leur sortie, quoi. Quel talent. Et puis surtout, quand le premier teaser est sorti, c'est le premier Star Wars qui sort sous l'ère des réseaux sociaux. Ouais. Et ça, c'est quand même... Bah oui, ça se voit. Ouais. Ça se sent. On a l'impression que c'est le se sent. film à ce moment-là, mais je pense qu'en dehors du cercle des fans, c'est le film le plus attendu de tous les temps, quoi. À ce moment-là, l'épisode 7, c'est le grand retour de Star Wars que personne n'imaginait. Et moi, j'ai jamais vécu une hype aussi forte pour un film. Je sais pas vous. Et je pense qu'on ne revivra plus jamais ça. Pour vous, il y a plus de hype sur cet épisode que sur l'épisode 1, oui, forcément. 2 ou 3. Ah, J'étais trop jeune pour jeune, comparer. quand même. Et il n'y avait pas de réseaux sociaux, en Ouais. fait. Mais on sait qu'à l'époque, pour ce qu'il y a d'Internet en 99, les gens s'organisaient sur les forums. Ça fait tout péter. Les hein. gens achetaient des tickets pour voir le trailer dans les ça. salles Bien sûr. et repartaient ensuite. Donc il y avait les dingueries de l'époque, quoi. Donc effectivement, il n'y avait peut-être pas 1000 tweets Ça à la se seconde, voyait moins, quoi. mais c'était quand même déjà fort. Les pour gens l'époque. campaient aussi, pour oui, ce film-là vraiment, aussi, pour l'épisode 7 plusieurs aussi, mais les gens campaient des mois à l'avance devant le cinéma. Non, mais il y avait une ambiance de dingue. Je me rappelle, on s'était vu, c'est le moment où c'est pour flex un peu, mais on s'était vu à Star Wars Célébration 2015. Ouais. Donc c'était en avril. Avec Patrice, voilà, on s'est retrouvés. C'était où Orlando. Non, non. Anaheim. C'était à Anaheim. Anaheim. Alors, vous voulez... Et- J'y étais aussi. Ah bah voilà. Je vous Et est-ce jure. que tu as fait aussi me sens un peu 15 exclu. heures de queue pour faire le panel DJ Abrams et voir la bande-annonce? Non, parce que j'avais des petits accès sympathiques. Mais Voilà. j'y étais, c'était un super moment. Et c'était un moment incroyable, effectivement, à vivre quand le teaser, ça distribuait des pizzas dans la Oui, dans la dans la file. tente et tout. Ouais, et il y la avait file même, je d'attente. crois que, si je dis pas de bêtises, c'est à ce moment-là où ils ont présenté aussi un jeu vidéo où on pouvait jouer, où il y avait les premières images. Battlefront. Ouais, Ouais, c'était yes. Battle. Mais, Et le Han Solo qui dit à la fin Chewie, you are home, On est à la maison. ça reste le plus grand moment de l'histoire de la bande-annonce de l'histoire du cinéma, quoi. C'était moi j'avais les larmes aux yeux, je pleurais, je pleurais. C'était incroyable. Mais il y avait déjà, et pareil, moi j'ai fait 4 heures de queue, mais pour visiter l'expo, Mais oui, pareil. voilà, il y avait une petite expo avec les costumes, donc des personnages qu'on ne connaît même pas. Voilà. C'est vraiment, il y avait déjà il y avait le costume de Rey, il y avait le Du sabre Kylo Ren de et Kylo. tout, des troopers. Et c'est dingue de se dire, bah voilà, là je les connais pas encore, j'ai vu 3 secondes. J'ai fait 3 quand même secondes de 4 Rey. heures la queue pour les voir en Ouais, détail, je quoi. vais faire le costume de Rey pour la porter pour ma première séance parce que j'ai décidé que ce serait. Donc on l'a C'est compris, très vous fort. étiez à bloc avant la Ah, sortie. Oui. Et là arrive le film, le jour, la sortie. Comment est reçu ce premier film de la nouvelle trilogie? Bah, moi, j'ai l'impression que c'était plutôt positif, mais mitigé. Voilà. Ça, c'est l'avis global. Petite nuance. Moi, personnellement, en fait, moi, je suis quelqu'un de très nostalgique. J'attendais une Madeleine de Proust. C'est exactement ce qu'on m'a servi. On va pas se mentir, pour moi c'est l'épisode 4. Hein. Oui. Voilà. Mais un gros kiff. Un gros kiff. Un énorme kiff. Je suis d'accord, nous on l'a vu au cinéma. Après, est-ce que avec ça a Mouloud, révolutionné l'histoire de était- Star Wars? Est-ce que c'était inventif? Pas forcément. Non, c'est une Voilà. ressucée de l'épisode 4, mais c'est J'ai pris tellement mon pied. cool. J'ai pris mon pied. C'est Voilà. tellement bien, on est embarqué. Enfin, il y a On revoit nos héros d'enfance Voilà. sur grand écran. Voilà. tout remarche. En tout cas pour moi, ça c'est Ouais. mon avis. Oui, Maintenant, oui. Enfin, pareil, de toute façon, le logo, il y a eu le logo Lucasfilm Ouais. au cinéma, j'ai pleuré. J'étais déjà en larmes. Pareil. J'étais Pendant tout le vraiment. générique. aucun excès. déjà, Hein, ouais. voilà. J'ai pleuré pendant tout. Enfin, j'ai pleuré, je crois, mais 1000 fois pendant le film. Je l'ai vu 7 fois au cinéma. Enfin, vraiment, c'était. Je me rends compte que je suis C'était assez dingue. mesuré dans ma Ouais. passion. Moi j'ai pleuré quand j'ai vu le petit mineur. Vous voyez. Genre mineur. là. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'était dingue. Et c'est ça, c'était mitigé parce que les gens disaient, bah voilà, ressucé de l'épisode 4. Mais on sentait quand même que. Il y avait des belles scènes, il y avait des beaux moments. C'était beau. C'était tout. mythique. Il y avait ce côté Ouais. mythologique qui était encore là. Je quoi. pense qu'il y a 2 trucs qui mettent tout le monde d'accord, ou presque. C'est les nouveaux personnages. Alors je sais qu'il y a toute une génération de gens qui va dire bon bah face au charisme de Luke ou de Han Solo, qu'est-ce que tu peux faire, etc. Attends, excuse-moi, pause. Charisme de Luc.
Il y a quelqu'un qui est capable de dire ça on l'a entendu. Patrice Giraud, t'es un énorme fan de Luc, donc ouais, heureusement mais qu'il moins est pas éloigné là, d'Han Solo. ouais. Patrice, on l'embrasse vraiment. En plus, on aura l'occasion de le recevoir à nouveau sur le plateau parce qu'il est chez lui quand on parle de Star Wars. Donc voilà. Mais effectivement, ça fait un petit peu débat. Mais moi, je trouve que, dans mon entourage, les fans ou les moins fans sont immédiatement amoureux de Rey, Finn, Poe, veulent savoir où ils vont aller. Kylo Ren, est-ce que c'est vraiment... On rouvre un chapitre. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'en fait, on se projette dans des personnages qui sont des archétypes assez connus de ce qu'on a déjà vu dans Star Wars. Poe, c'est un peu le pilote qu'on voyait en second plan, qui d'un coup là passe en premier plan. Dans la première version du scénario, il devait mourir. Et il y a plein de trucs comme ça où on se projette. Et après, il y a la réal, parce que, en fait, il faut bien le dire, J.J. Abrams, ça reste quand même un technicien de dingue. Et en fait, il y a des images qui claquent, et il y a une façon de filmer Star Wars qu'on n'a jamais vue avant. Et pour les cinéphiles, même moins que les fans de Star Wars, mais les cinéphiles de tous bords, je pense que c'est super intéressant de voir un Star Wars avec les technologies. Là, on a des images qui défilent, mais je pense à cette espèce de fausse GoPro, parce que les X-Wing n'existent pas encore. Et donc, calés sur l'aile, et des plans comme ça qui sont très modernes et très forts. Et en fait, on a un gars qui a taffé sur Star Trek et sur Star Wars. Ouais, c'est l'exploit. Mais Ça le dessert et ça le dessert pas en même temps, parce que quand ça a été annoncé, il y a des gros fans qui l'ont mal vécu en se disant non mais tu peux pas faire les deux. Mais c'est Star Trek, c'est des Star Wars un peu. Donc moi quand j'ai vu ces Star Trek, je me suis dit ok, il a fait un Star Wars dans l'univers de Star Trek. Et quand j'ai appris qu'il faisait un Star Wars, bah oui, merci. c'est cohérent. Mais encore une fois, il y avait un très bon épisode de South Park sur le retour de J.J. Abrams. Mais en fait, c'est surtout aussi toute une histoire d'intention. Et là, pour le coup, quand il y a eu justement les trailers, les making-of et tout, ils ont fait quand même très attention à se dire, regardez, on essaie de pas trop utiliser d'effets spéciaux, on essaie d'utiliser beaucoup de maquettes, comme à l'ancienne, même si on sait maintenant que dans la prélogie... Ils ont détruit tout ce que George Lucas avait voulu faire avec ses fonds verts. Voilà. C'est ça, c'est genre, la prélogie est connue pour ses fonds verts, etc. Oubliez tout ça. En fait, non. Mais c'est autant un film qu'une note d'intention sur ce que nous, on veut faire par rapport aux 3 derniers épisodes que vous n'avez pas aimés. Genre, ce qui déjà est parodier un peu la vie de millions de fans qui ont des avis tous très différents. Mais effectivement, je pense que pour eux, c'est de se dire, il faut que ce film, il mette tout le monde d'accord sur le côté... T'es en pantoufle, tu connais, t'es inconnu, mais t'as envie du coup de redécouvrir et on va te prendre par la main pour te dire que Star Wars, c'est pas mort, ça va revenir, tu vas te sentir comme à l'ancienne. Ouais. Et bon, ça plaît pas à tout le monde. En ça, c'est aussi... Ça plaît pas à tout le monde, mais c'est quand même un beau succès. Oui, à l'époque, je crois que c'est le film juste en dessous Avatar, quoi, qui... Ça cartonne pas mal. Je crois que là, il est seulement battu par les deux Avengers. Ouais, voilà. C'est ça. Donc, les deux Infinity War. Il y a eu des préventes 3 mois en octobre, parce que la dernière bande-annonce est sortie mi-octobre, et du coup, ils avaient lancé les préventes à ce moment-là, et puis ça a été pris d'assaut. Même en France, moi je me rappelle, quand on a voulu aller le voir avec Mouloud et tout, on a dû réserver, il y avait toutes les séances étaient complètes, bien sûr, etc. J'ai jamais vu. Même au mois de septembre, ils avaient fait un événement spécial pour les produits dérivés, pour l'annonce et la disponibilité des produits. Force Friday. Force Friday, exactement. Force Friday, c'est bien ça. Exactement. Pour des forceurs, vraiment. Je me rappelle, effectivement, j'avais déjà acheté des produits dérivés, j'avais même pas encore vu le film. Tu connaissais pas les persos. D'ailleurs, au niveau des produits dérivés, il y a quelque chose d'intéressant sur la manière de communiquer de Disney, c'est-à-dire que n'étaient en vente que les nouveaux personnages. Si on voulait une figurine de Leia, d'Han Solo et tout, fallait attendre 6 mois qu'ils sortent. Mais je pense que c'est normal, c'était dans une stratégie qui était déjà bien étudiée avant. Et en plus, on a remarqué que les produits, tout ce qui était figurine pour Rey, il y en avait quand même beaucoup moins, que ça s'est peu vendu, que il y avait tout ça aussi. Pour moi, c'est une légende d'Internet, parce que moi, j'étais là, des Rey, il y en avait en rayon partout le jour J1. Oui, jour J, mais Day One, il y en avait partout des Rey, autant que des Finn et des Poe. Bon, on fera le débat plus tard. Mais c'est vrai que rien que ça, on voit que niveau produits dérivés, ça a tout cartonné et ça n'a pas été égalé après, en fait. Oui, parce que, on le dit, cet épisode, c'est un succès. Et arrive le 2e épisode de cette nouvelle saga. Je vous laisse la parole. Dites-moi tout. On est tous à peu près mesurés ici sur ce film, je pense. C'est pas vrai, parce que c'est un film que j'adore. Ouais, j'adore aussi. Moi, je suis plus mesuré, mais c'est vrai que c'est un film qui... Je fais partie des rares personnes, je pense, qui ne l'adorent pas, mais qui ne le détestent pas. Moi, je trouve que je confonds. Rian Johnson a un très beau message dans le film, c'est-à-dire que tout le monde peut devenir un Jedi. C'est
pas une question de midi-chlorien et tout. Et n'importe quel inconnu peut devenir un Jedi. D'ailleurs, le dernier plan du film est magnifique. Non, il y a des très très beaux plans. Esthétiquement, c'est super joli. Ah oui, Voilà. Après, pour moi, il y a une vraie méconnaissance du lore de Star Wars. On dit que Darth Sidious est un Jedi. On parle de technologies hyperspatiales qui sont impossibles, alors qu'en fait, on a déjà vu ça dans d'autres films. C'est le début de la partie de ping-pong entre Rian Johnson et J.J. Abrams. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a tant d'incohérences? Je pense qu'on va reciter Kathleen Kennedy. On va mettre à son crédit Star Wars 7, qui est un carton phénoménal, qui relance Star Wars. Son pari est réussi. Au moment où Star Wars 8 commence à être écrit, préparé, Star Wars 7 n'est pas sorti. On n'a même pas en fait les critiques sur la nostalgie, mais il me semble que c'est une dame assez intelligente et qu'elle a vite compris que ça tournerait en rond. Et je pense que quand elle a cette espèce de coup de cœur artistique qu'elle a avec Rian Johnson, qu'on connaît à l'époque pour avoir réalisé 2 des meilleurs épisodes de Breaking Bad, La Mouche et Looper Et Looper, et excellent. c'est 2 premiers films aussi que je vous encourage à regarder. Oui. Et très clairement, c'est un gars qui, lui, me paraît toujours obsédé par ces questions de temps, mais beaucoup moins dans la nostalgie. Peut-être qu'est-ce qu'on laisse derrière nous, qu'est-ce qu'on va amener dans le futur, est-ce qu'on est défini par ce qu'il y a eu avant? Et très clairement, pour moi, c'est la réponse parfaite à ce qu'a, à l'époque, juste écrit J.J. Abrams ce qu'il est en train de tourner. Donc pour moi, visionnaire, cette femme. Je me permets. Donc, en gros, on a déjà des réalisateurs différents sur chacun des films. À l'époque. À l'époque, À l'époque, voilà. c'est ça. Qui ne savent pas de quoi va parler Ils ont le les scripts. film. Ils ont juste le script, mais... Ils savent, Rian Johnson, quand il l'écrit, il l'a déjà lu, et ensuite il va même d'ailleurs travailler avec J.J. Abrams sur un petit plan sur la fin du film. Et en gros, l'idée c'est ça, à l'origine de Kathleen Kennedy, c'est de dire en fait les auteurs, réalisateurs qui vont venir ont carte blanche, c'est-à-dire qu'on va construire effectivement en cadavre esquis, il y a un mec qui commence une phrase, il y en a un autre qui la continue, et il y en a un qui la termine. Et alors, est-ce que c'est une bonne idée ou fausse bonne idée Maintenant, on peut Forcément. répondre. Pas sur un projet de cette ampleur. C'est ça. C'est ça, c'est l'ampleur du projet. Après, c'est tout à son honneur, parce que inviter des auteurs à donner leur vision de Star Wars, quelque part, moi, c'est ça que je veux voir quand Disney, qui est... Non, mais qu'ils fassent ça chez eux, tu vois. Non, mais en plus, de l'autre côté, on a quand même Disney avec Marvel, avec Kevin Feige, qui vraiment verrouille tout, tout est prévu. Et où les films ont moins de personnalité, du coup. Ah bah oui, on est d'accord. À Marvel, c'est plus des séries Mais télé. tu peux quoi. pas reprocher aux films du MCU de pas être cohérents entre eux, quoi. Ah oui, ils le sont totalement. Ils se répondent tous. Et là, c'est un bon parallèle, parce que c'est la même maison, et je pense que c'est l'approche inverse. Et je pense que c'est aussi parce que Kathleen Kennedy, c'est... l'ancienne productrice de Steven Spielberg, et qui a un peu une approche un peu plus à l'ancienne, et de dire, en fait, le réal, il a les commandes, on travaille ensemble, peut-être qu'on va vaguement dans une direction, mais on va pas l'imposer. Le problème, c'est que du coup, s'ajoute à ça le côté très mystérieux de J.J. Abrams. Il pose beaucoup de questions, et il n'y répond que très rarement. Et en fait, il laisse les autres répondre. Et je pense que la réaction de Rian Johnson, c'est de dire, en fait, moi, ces questions m'intéressent fondamentalement pas trop, en fait. Et je pense qu'elles sont même, d'ailleurs, c'est des questions qu'on aurait posées et qu'on a déjà posées avec la trilogie originale. Je me permets une question. Est-ce qu'en fait, c'est un Star Wars fait par un mec pas forcément fan de Star Wars? Non, moi, j'ai eu la chance. Ouais, vas-y. J'ai eu la chance de le rencontrer et de l'interviewer, et je sentais que le mec était vraiment passionné. Et c'est juste qu'en fait, on peut être autant fan qu'un autre réalisateur, mais pas avoir la même vision des choses. C'est ça. Et donc, il n'est pas moins fan que J.J. Abrams, loin de là. Et je sens qu'il est vraiment très impliqué dans son film et dans son projet. Mais c'est pas parce qu'il aime pas Snoke qu'il est pas fan de Star Wars. Non, mais après, comme à cette table et comme dans nos entourages, il y a des gens qui sont fans de Star Wars pour des raisons complètement différentes. Oui, donc forcément, quand tu invites des réalisateurs complètement différents, je pense qu'ils proposent des visions qui peuvent parfois paraître contradictoires. En l'occurrence, je pense que la synthèse, l'atterrissage aurait peut-être été moins douloureux en faisant venir du coup une troisième personne, ce qui était prévu à la base, Colin Trevorrow, le réalisateur de Jurassic World. Et peut-être que du coup, ça aurait été vaguement incohérent, mais on aurait dit, à chaque fois, on a compris ce que tel auteur voulait nous dire, et ils ont atterri plus ou moins en catastrophe. Et là, le problème, c'est que, comme tu l'as dit, Seb, au final, c'est devenu une sorte de petite guéguerre de réponse. Mais c'est ça, c'est la communauté qui s'est vraiment bien énervée. Oui, aussi, parce que je pense pas que J.J. ça. Abrams et Rian Johnson soient vraiment comme ça. Ouais, parce qu'il y a ce fameux J.J. Abrams was here que J.J. Abrams avait écrit sur le Faucon Millennium, et Rian Johnson qui se prend en photo, qui barre le J.J. et qui met un R à la place. Ouais, mais ça, c'est du délire de fan. Bon, c'est taquin, mais c'est ça, en fait, tout le monde va vraiment prendre chaque fait, chaque plan du film, chaque réponse en se disant non mais ça, Rian Johnson, il est en train... il a pas... Regardez ce qu'il a fait au sabre laser de Luke, regardez ce qu'il a fait à Snoke, regardez ce qu'il a fait par rapport aux parents de Rey. Et
en fait, tout le monde va interpréter ça en se disant non, mais voilà, en gros, c'est un crachat à la figure de J.J. Abrams. Et comme en plus, il va revenir après, c'est-à-dire non, mais c'est bon, il récupère son bébé. Il ramène la justice. Et c'est ça le truc aussi, c'est plus complexe que ça. Ouais. Tout le monde, exactement, mais tout le monde va le simplifier comme ça. Parce que déjà, on n'est pas dans les petits papiers non plus de la tête de chacun. Et même en sachant un peu plus, c'est assez compliqué. Donc tout le monde va simplifier comme ça. Et ça va justifier aussi le harcèlement qu'il y a eu. Parce qu'on parle quand même de l'épisode 8 est sorti. Il y a une des actrices qui est Kelly Marie Tran qui a quitté les réseaux sociaux. Désirée Ridley aussi. Désirée Ridley aussi. Donc deux des actrices quand même. Parce qu'elles se font harceler, parce que les gens sont pas Les contents. gens confondent, enfin il y a des fans qui sont des abrutis, je suis désolé de le dire comme ça, je ne sais même pas si on peut appeler ça des fans, qui confondent le personnage et Rose. Par exemple, moi je déteste le personnage de Rose, mais je n'ai absolument rien contre Kelly Marie Tran, c'est pas elle qui a écrit son personnage. C'est ce que je sache. Donc, oui, voilà, il faut vraiment vraiment faire le distinguo, quoi. Mais comme il y a eu énormément Et il n'y avait pas un problème aussi racial. Si, déjà, avec elle, avec John Boyega, on en a pas parlé, mais John Boyega, quand vraiment... On ne va pas se mentir, à un moment donné, il faut... Je crois qu'il y a un groupuscule de fans qui s'appelle The Fandom Menace. Un montage, c'est ça? Non, c'est un groupuscule un peu, j'ai l'impression, de fans d'extrême droite, quelque chose comme ça, qui, sur Internet... Donc il ne voulait pas de personnes noires, pas de personnes asiatiques. Ouais, c'est ça. Non, mais pas de femmes. Pas de femmes aussi. Hein, c'est vraiment juste pour faire plaisir à la bien-pensance actuelle et tout, alors que pas forcément. D'ailleurs, J.J. Abrams a dit, moi, j'ai pas écrit mes personnages en pensant à leur donner une couleur de peau. Quand on voit les concept art du Réveil de la Force, eh ben, dans les premiers, Poe Dameron est noir, il n'est pas hispanique. Finn, il est blanc. Non, mais en plus, c'est des considérations tellement... Non, mais c'est en plus, c'est ceux qui disent un Stormtrooper noir. Pourquoi pas c'est plus des clones, hein, donc il peut la couleur de peau qu'il veut. Et c'est ça, c'est qu'en plus, c'est des gens qui sont racistes et bêtes, de toute façon, ça va ensemble. Mais, et donc, qui en plus utilisent des arguments, des justifications qui ne tiennent même pas. Enfin, il n'y a rien qui va, donc tu te retrouves avec vraiment une communauté vraiment toxique. Voilà, on doit avancer. On a donc une certaine partie de la communauté toxique qui va harceler des gens, et c'est vraiment horrible. Et là où on avait eu un succès, on va dire, ou en tout cas quasi unanime sur l'épisode précédent, celui-ci c'est beaucoup plus contrasté. Au niveau des chiffres du box-office, ça marche. Ouais, mais en termes de ressenti des fans, ça a vraiment divisé le fandom à ce moment-là. C'est le schisme. C'est le schisme. Les limites, moi, je suis amené à gérer des grosses communautés sur Internet. Et fallait faire la police tous les jours dans les commentaires, parce que les gens ne savent pas être mesurés sur les réseaux sociaux. Et c'est ça le problème. En fait, je pense que les gens ne savent pas être mesurés parfois dans la passion. Aussi, c'est ça. Voilà. C'est donc ça. quand ça touche à la passion, c'est vraiment, t'es pas de mon avis, t'es un faux fan, tu ne mérites pas d'être fan de Star Wars, ou si vous êtes fan de Star Wars, je te retire ton titre de Jedi. Mais c'est débile, c'était triste. Et du coup, c'était des débats passionnés et sans arguments, le plus souvent. Et c'était vraiment dommage. Et je trouve que c'est le plus gros échec de ce film, finalement, c'est d'avoir divisé le fandom comme ça. Mais il n'en est pas directement responsable. Enfin, tu vois, je veux dire, après, nous, on se monte la tête entre fans. On a aussi notre part de responsabilité dans ce truc-là. À un moment, c'est sûr que Star Wars 7 pose énormément de questions qui, peut-être, du coup, sont mal répondues ou pas comme on aimerait dans le 8. Est-ce que, fondamentalement, il faut invalider le film Non, mais objectivement, on peut dire, en tout cas, si on le pense, notre ressenti, dire, pour moi, c'est pas un bon film pour telle ou telle raison. J'aime pas ce film pour telle ou telle raison. Ça, on peut tout à fait le dire. Après, dans un univers aussi large, vaste et interconnecté, c'est vrai que c'est dur de prendre une pièce et de l'enlever. Donc après, on a le dernier épisode qui sort. Quelle est l'attente au sujet de cet épisode? Est-ce qu'on se dit il va corriger il y a une double attente tir parce qu'il y a ça. Donc il y a cette idée que peut-être il va corriger le tir pour beaucoup de fans. Il y a aussi l'idée d'une autre catégorie de fans qui est un peu inquiète que ça soit Colin Trevorrow qui pendant toutes ces années s'est un petit peu enfoncé dans des déclarations et des films un peu moins bons et qui a été propulsé à la réalisation de Star Wars 9 juste après Jurassic World. Donc on était en 2015 et donc il doit faire un film qui va sortir à l'époque en 2019. Donc on se dit on verra dans 4 ans ce que lui il donnera. Puis là d'un coup il y a des gens qui disent non mais en fait lui ça va pas le faire. Et au final il y a aussi l'idée qu'il y a peut-être des gens qui ont, et on n'en parle pas assez d'eux, aimé le 7 et aimé le 8 et qui veulent une conclusion satisfaisante, non pas juste à cette trilogie, mais aussi aux 9 films. Donc il y a ce projet part avec tellement d'attentes. Pour moi, c'est limite plus dur à faire que de faire Star Wars 7. Et Carrie Fisher aussi meurt entre-temps. Il y a ça aussi.
ça arrange pas les choses, quoi. Non, clairement. Il part avec beaucoup de handicap et je pense que ça explique aussi en partie ses choix. Parce que ça reposait aussi beaucoup sur le personnage de Leia, forcément. Parce Et la fin du 8 non plus n'aide pas forcément aussi... Parce qu'on parle vraiment, toute cette histoire, c'est la transition, enfin, toute la post-logie, donc ce qu'on appelle la transition et conclusion, pour le C'est ça, et vraiment, c'est qu'une histoire d'héritage, de passation et tout. Donc forcément, si déjà tu te prives, malheureusement, d'un de tes personnages principaux pour faire tout ça, ça... D'office, moi, je savais que le film n'allait pas satisfaire tout le monde. J'espérais qu'il allait me satisfaire personnellement, du coup, mais je savais que ça n'allait pas forcément rabibocher tout le monde. Mais c'est ce que maladroitement Disney a pensé faire, en remettant du J. Abrams, et j'ai l'impression que le film est loin d'être un pas. Moi, je l'aime beaucoup. Les gens l'ont pris aussi comme un désaveu pour Rian Johnson. Donc, du coup, ils se sont dit... Mais Rian Johnson, c'est pareil avec J.J. Abrams avec le 7. Bien sûr. C'est le cycle, en fait, infernal. Mais du coup, je pense que maladroitement, Disney s'est dit, bon, on va écouter ce qui se dit sur Internet, tout ce que les fans ont détesté, on va le défaire, et puis tout ce qu'ils ont aimé, on va essayer de continuer le truc. Et au final, c'est compliqué d'écrire un film dans ces conditions, quoi. Mais je pense qu'en fait, ils trahissent un peu la... Encore une fois, est-ce que c'était la méthode, faire une nouvelle trilogie en cadavre exquis, tu vois, on se dit, vu les attentes et les moyens que ça demande, il fallait peut-être pas le faire. Surtout pour fermer l'histoire. Voilà, c'est ça, pour fermer l'histoire. Mais en fait, ils trahissent un peu leur propre idée de base, parce qu'à partir du moment où tu fais intervenir l'avis des fans, c'est un film qui est repoussé, donc on a le temps justement d'encaisser le 8 et de voir un peu ce qui pose problème, donc on va corriger, puis on va finir par dire à Colin Trevorrow, bon bah en fait, ton scénario, ça va pas le faire, donc à rappeler J.J. Abrams, et donc on sent en fait que là, le côté cadavre exquis est un petit peu empoisonné, parce que c'est plus 3 mecs qui écrivent une phrase, c'est quelqu'un qui regarde le cahier et qui va mettre un coup de stylo en mode non, ça on change. Et il y a plein de choses qui sont aussi laissées en suspens, parce que moi, factuellement, j'aime beaucoup les derniers Jedi, mais je peux pas nier qu'il y a énormément de questions qui ont été posées qui ne sont pas répondues. En termes de scénario, on a vraiment des problématiques. Bah ouais. Le film, ça va beaucoup trop vite. Exactement. J'ai l'impression, hop là, allez, à un moment donné, ils ont tout enchaîné. C'est clair. Et téléporte d'une planète à une autre en 30 secondes. Enfin, bon, je suis désolé, on doit avancer malheureusement. Mais parce même que le fanservice, tout ce qui va avec. Autant ça marchait bien sur le premier épisode de cette nouvelle trilogie, où je trouve c'est complètement assumé. Je trouve qu'il faut refaire. Pour le 7, c'était nécessaire de se dire, voilà, on prend par la main, on met les darons et leurs petits, et tout le beau. monde va voir Star Wars ensemble, tout le monde est content, et c'est voilà, tout le monde... c'est la nouvelle génération. C'est un vase qui est cassé, puis on a mis de la colle un peu partout. Et puis comme le casque de Kylo Ren, tu vois. Exactement. Et là, le 9, c'est compliqué, quoi. Alors, comme je vous l'ai dit, malheureusement, on arrive bientôt à la fin. Je voulais parler de la réhabilitation de l'épisode 1, 2 et 3. Finalement, après cette déconvenue pour certains, j'ai l'impression qu'on a réappris à aimer ces épisodes. J'aimerais qu'on s'attarde sur le meilleur de l'ère Disney. Et puis, il y a eu le nouvel espoir, Mandalorian. Ouais, parce que Mandalorian, mine de rien, ça a remis une pièce dans la machine. Une belle pièce. En disant, hey, vous croyez on vous a arnaqué les fans ? Eh ben regardez, c'est pour vous. Non, franchement. C'est un projet super bizarre parce qu'en fait, il arrive très vite. Et pour remplir la plateforme de streaming de Disney, du coup Disney+, c'est d'ailleurs, je crois, sa première série. C'est son premier appel d'offres. Et c'est assez bizarre parce que je pense que c'est un projet qui naît de deux esprits, celui de Dave Filoni, dont les séries animées on parlait tout à l'heure, et de Jon Favreau. Et je pense qu'ils y voient des choses différentes, mais de toute façon, c'est sûr, il faut une série Star Wars pour Disney+, donc on va la lancer avec des bases peut-être très old school, et là aussi une forme de nostalgie, mais très différente quand même de celle qu'on a dans Le Réveil de la Force. Et c'est assez intéressant de voir que d'un coup, ça devient le Star Wars que Disney... Je ne sais pas si je pense que ça n'a jamais été l'intention, mais d'un coup, ça devient le Star Wars qui fédère. Alors que pendant 5 films, il n'y a eu que des débats. Et d'un coup, tout le monde est à peu près d'accord, tout le monde a son t-shirt bébé Yoda, et tout le monde aime ce perso parce qu'il est badass, mais en même temps, il a des faiblesses, et on n'est que dans des archétypes très... basique de ce qui le film de sabre ou le western qui ont fait à l'origine le sel un petit peu de Star Wars. Je pense qu'il y a une espèce de retour aux sources. Alors est-ce qu'il est, on va dire, mal intentionné ou bien malin, en mode ils ont bien compris ce qui allait marcher, donc ils mélangent un peu toutes les influences, ou est-ce que c'est un savant mélange? Moi, je pense que c'est assez sincère. Je sais pas, c'est mon avis. De toute façon, ça vient de deux mecs justement qui ont Star Wars dans le sang. Hein. Donc de ce côté-là, on sait que ça vient avec des bonnes intentions, que la série live, ça fait des années qu'on en attend une. C'est le serpent de mer, et puis maintenant ça arrive. Donc elle arrive, et en plus, pour une fois, on parle de leak, donc quasiment tout leaké sur les films. Et bien justement, ils ne se font pas avoir cette fois-ci sur Mandalorian.
bébé Yoda, Ouais, c'est vrai. Ouais. gros goût maintenant on peut le dire, ils ont fait exprès de retarder le merch et tous les produits dérivés, parce que ça arrive souvent par là, de bébé Yoda à l'époque, pour ne pas que ça spoil, et la surprise est là, et ça marche en fait, ça marche. Ça marche très bien, ça prend chez les fans. Ah bah oui, comme le disait Thibaut, c'est vraiment le Star Wars fédérateur. C'est-à-dire que je vois vraiment seulement 10% des fans qui disent « ouais, c'est pas bien, ça raconte pas grand-chose ». Après, c'est... Ce qui factuellement est vrai. Oui, mais en fait, c'est pas tellement pas ça le problème. C'est pas grave. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un autre projet pour Disney. Et peut-être les grandes réussites de Disney, quand même, pour être positif, c'est qu'il y a ce truc-là. On a lancé des Star Wars très différents qui plaisent pas toujours et qui sont aussi sur des modèles différents. Je pense que le modèle de The Mandalorian, de dire on a des épisodes qui tu pourrais quasiment regarder dans n'importe quel ordre. Il y a très peu de fil rouge, il y a très peu de scénarios, très peu de dialogue, mais c'est juste contemplatif, mignon, etc. ou sincère, comme tu le disais tout à l'heure. Je pense que ça, en fait, il y en avait besoin. Je ne sais pas s'ils avaient calculé qu'on en aurait besoin quand ça a été lancé, mais factuellement, aujourd'hui, c'est en plus un Star Wars qui est un peu all-star, où tu as de la trilogie originale, tu as des refs à la prélogie, à la dernière trilogie, tu as toute la mythologie inventée par Dave Filoni qui revient s'incarner en images de vue réelle. Il y en a pour tous les goûts. Ahsoka, bien sûr. Donc, on intègre également la partie animée. C'est quand même très fort. C'est le cross-média par excellence. En fait. On reprend des éléments des mêmes. Dans la saison 2, il y a un personnage qui s'appelle Cobb Vanth qui reprend la mère de Boba Fett qui est tiré d'un roman. Là, Disney nous montre, vous voyez, on prend vraiment en compte les comics, les romans, les séries animées. Tout ça, ça fait partie d'un même univers, même si ça se contredira un peu plus tard. Mais voilà. Et puis, Dave Filoni, c'est la caution pour les fans. Alors, qui est-ce, justement, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure? Alors, beaucoup l'appellent comme étant l'héritier de George Lucas. C'est pas forcément mon avis, mais c'est quand même un bonhomme qui a été choisi par George Lucas à l'époque où il voulait monter son grand projet de série animée The Clone Wars. Et puis, c'est quelqu'un qui est, pour le coup, un énorme fan. Enfin, il est aussi fan que nous, là, je pense, et qui même se déguisait en un Jedi qui s'appelle Plo Koon et qui distribuait des figurines aux gens qui faisaient la queue, aux enfants dehors. Voilà, il était vraiment à ce stade-là. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une encyclopédie vivante sur Star Wars. Et autant on a Jon Favreau qui est la caution plus production, réalisation du projet, et lui, plus la caution scénaristique, respect de l'univers, des choses comme ça. Le gardien du temple. C'est le gardien du temple, exactement. C'est ce que Kathleen Kennedy dit, et encore une fois, c'est elle qui lui a aussi filé les clés pour ce projet, mais elle explique qu'en fait, à part George Lucas, il n'y a pas de gens qui comprennent autant c'est quoi la narration typique de Star Wars que Dave Filoni, et qui d'ailleurs pendant longtemps était un petit peu sur la touche. Il a visité le tournage de Rogue One, on le voyait entre guillemets un petit peu prendre de l'importance, et d'un coup ça a explosé avec le succès de The Mandalorian. Mais je pense qu'effectivement elle a su en fait se dire il y a ce gars-là qui est fédérateur. Et avec Rebels aussi. Bien sûr, ouais. Et donc je pense qu'au final aujourd'hui il incarne un peu ce truc-là, parce que il y a peu de gens qui le détestent sincèrement ou qui vont détester tout ce qu'il a fait, parce que déjà il a fait énormément, il y a plus de 100 épisodes de Clone Wars, c'est difficile de ne pas y trouver au moins une fois un truc qu'on aime. Alors, je quitte ce plateau tout de suite si quelqu'un ose me dire non, j'aime rien dans Clone Wars. Voilà, donc c'est quelqu'un de productif et effectivement qui a ce saut adoubé par Lucas, je comprends c'est quoi la narration Star Wars, ce qui fait qu'à mon avis on revient vers des choses parfois très banal en fait. Je trouve que effectivement The Mandalorian, je ne peux pas vraiment dire que ça m'explose le crâne de possibilités, etc., de scénarios super bien ficelés, mais factuellement ça sonne Star Wars, ça sonne juste, et ça les gens en avaient besoin. Et en fait surtout moi à titre personnel j'en avais aussi besoin de m'asseoir à côté de quelqu'un dans une salle de cinéma pour un Star Wars et me dire t'as aimé quoi, le 8 j'ai détesté, par contre le 7 j'ai bien aimé, et The Mandalorian. The Mandalorian, j'ai bien aimé. Et puis, on a un terrain d'entente, parce qu'en tant que fandom, on a eu du mal à avoir ces dernières années. Les Mandalorian, ce que j'aimais bien en fait dans la première saison, c'est que ça faisait quand même un peu à part. C'était vraiment, il était là dans son. Ce qui est un peu moins vrai depuis. Et ce qui est beaucoup moins vrai. En fait, avec la saison 2, justement, c'est là qu'on récupère beaucoup d'autres personnages de Filoni. Et maintenant, on sait que d'autres séries spin-off ont été annoncés suite à ça. Donc on perd un peu, je pense, de ce que beaucoup de fans avaient aimé pendant la saison 1, qui était c'est à part, et du coup c'est leur petit truc, on n'est pas... Mais c'est toujours quand quelque chose devient populaire, on a l'impression qu'on se l'approprie. Évidemment, et surtout Mandalorian, je trouve que c'est une manière intelligente d'utiliser à la fois l'univers et un peu le fanservice quand même, parce que Star Wars, c'est ça. C'est très fanservice. C'est utilisé de manière plus intelligente que ce qui a été fait dans Solo, par exemple. Parce que on n'aura pas le temps de parler de Solo et de Rogue One. On est sur la conclusion. Voilà, Rogue One chef-d'œuvre, Solo compliqué, voilà, comme ça on l'a fait vite. Et juste pour finir sur Mandalorian, ça perpétue une tradition de Star Wars, c'est-à-dire de créer des nouvelles technologies. Star Wars a toujours été un précurseur
précurseurs en termes de nouvelles technologies. Et là, ils ont du coup inventé un studio qui s'appelle Le Volume, où on n'a plus besoin de fond vert, tous les décors sont projetés en temps réel. Et voilà. Technologie XR, en gros, Ouais. vraiment, c'est une révolution, vraiment, qui est utilisée maintenant dans, c'est dans l'Unreal beaucoup de Engine, choses. donc. Ils tournent le prochain Ant-Man dans ce... Voilà, ouais, non, ça a tout changé. Et après, voilà, c'est la tradition aussi, Lucas. Ça, il n'y a rien à dire. Je vous propose de conclure cette émission avec l'avenir de la franchise. Alors, on va être très rapide. Ça va être vraiment quelques mots. Mais pour vous, quel est l'avenir de Star Wars aujourd'hui? J'espère, je te laisse la parole. Je suis à la fois ravie et effrayée au niveau de l'avenir. Pour le coup, on a énormément de projets. En fait, on a compris avec le recul, et même Bob Iger, le président de Disney, avait dit peut-être qu'on a fait trop loin, trop vite au niveau de la postlogie et des projets. Donc là, on a senti quand même qu'ils ont essayé de se calmer un peu. Puis au final, il y a beaucoup de spin-off. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Et j'ai peur qu'il y ait une énorme Star Wars fatigue qui avait déjà commencé là. Donc, à voir si c'est fait avec pour déjà les spin-offs de Mandalorian, avec le même soin et tout. Mais j'ai peur qu'on reparte un peu trop loin. On a beaucoup de projets de films. De séries aussi. C'est ça. On est censé avoir donc du coup la trilogie de Rian Johnson. Vu comment ça s'est passé, je pense que c'est mal barré. On a entre-temps, il y a eu le projet des créateurs de Game of Thrones qui a été annulé entre-temps. Donc en fait, les projets sont tellement loin en plus dans le temps qu'ils ont le temps d'être annulés ou de changer de réalisateur 12 fois. Donc c'est dur aussi de se réjouir trop et de voir ce qu'on va avoir, quoi. Puis pour faire la synthèse avec tout le reste de l'émission, jusqu'à présent, ce qu'a fait Disney, c'est ce qu'avait amorcé Lucas. L'idée d'une série en prise de vue réelle, une nouvelle trilogie, même des spin-offs existaient, avaient été pitchés du temps de Lucas, notamment sur Han Solo. Aujourd'hui, ils se cherchent, en fait. Annoncer 13 projets de séries et de films, je crois que c'était ça l'année dernière, c'était un moyen, je pense, pour eux de dire on envoie 13 trucs, on voit bien ce qui est mort et on continuera dans cette direction, ce qu'ils ont déjà fait avec The Mandalorian. Donc je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut dire l'avenir de Star Wars, c'est ce truc. Je pense que ça va être une phase un peu exploratoire. Et je ne serais pas étonné que les 2 films qui sont en projet, comme le Rogue Squadron de Patty Jenkins, si ça marche, peut-être que ça sera une suite, peut-être que ça deviendra une trilogie, peut-être que d'autres trilogies vont être mises en chantier, mais en l'état, on ne sait pas trop. Et quelque part... Tant mieux. Ouais, c'est ça, on sera les premiers surpris. J'ai l'impression que ils veulent recréer quand même l'événement au cinéma et on n'aura plus un film par an, peut-être un film tous les 3 ans, parce qu'un Star Wars au cinéma, ça doit redevenir un événement. Voilà. Et pour patienter, on aura des séries sur Disney+ à foison. Et ce que j'espère, moi, au niveau du fandom, c'est qu'à l'époque, la prélogie avait été très critiquée par les fans. Aujourd'hui, elle est réhabilitée. Moi, de tout mon cœur, j'espère que la postlogie, qui est très critiquée par beaucoup de fans aujourd'hui, soit réhabilitée dans 10 ans. Et puis, ça ouvre la porte à une nouvelle génération de fans. Voilà. Alors, c'est très bien. C'est une belle conclusion, même si j'avais envie de vous poser la question, parce qu'on a des rumeurs sur la décanonisation de la postlogie. C'est totalement faux. Fake news. Voilà, répondez pas oui ou non. Impossible. Fake news, impossible. Très bien, merci. Écoutez, merci beaucoup pour cette heure passée dans l'ère Star Wars sous Disney. C'était très agréable. On rappelle ton livre qui est disponible chez Sœur d'édition. Magnifique. Merci. Le sabre qui a fait réagir le monde entier. Exactement, il est là. Voilà. Il est pour toi d'ailleurs. Merci, c'est gentil. Eh ben, je vais conclure avec. Voilà, il est joli. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Dans la légende. On se retrouve très bientôt pour du plaisir et rien que du plaisir.